5 novembre 2023 a eu lieu donc, ou a lieu, puisque ça se passe toujours, à Dakar, le salon des banques et des PME, qui regroupe donc les banques des PME de l'UEMOA, je dirais même, de la CEDEAO, de l'Afrique, étant donné que nous avions des pays tels que le Maroc, la Tunisie, le Congo, le Cameroun, qui y participent, et la SA2IF, la Société africaine d'ingénierie et d'intermédiation financière, participe à ce forum, à ce salon, en tant que partenaire et sponsor. Et à ce titre, la SA2IF a participé hier 2 novembre au second panel qui portait entre autres sur la question du financement des PME et des PMI africaines. Elle a eu l'occasion de présenter sa vision de cette problématique liée au financement des PME-PMI. Elle a d'ailleurs fait des propositions pour améliorer ce financement. Cet après-midi, en marge du salon, il est demandé à la SA2IF d'animer un masterclass sur une thématique qui n'a pas de lien direct avec le financement des PME, mais qui intéresse la vie des entreprises. Nous y avons réfléchi et de concert avec les organisateurs du forum, nous avons décidé de discuter, d'échanger autour d'un thème qui, à notre avis, paraît très intéressant dans la vie d'une entreprise. Il s'agit de la gestion des conflits au sein d'une entreprise. En propos liminaire, je dirais que dans toute vie humaine, toute vie associative, dans toute vie dynamique, il y a toujours des problèmes qui se posent. Il y a toujours, quelquefois, des conflits qui émergent et qui appellent les acteurs à pouvoir bien gérer ces conflits. C'est-à-dire que les conflits sont partie intégrante de la vie d'une entreprise. On ne peut pas y déroger. Il faut plutôt trouver les voies et moyens pour pouvoir les gérer. Et je dirais les gérer de façon dynamique. Et ce que nous proposons donc cet après-midi, c'est d'animer ce masterclass sur le thème « Gérer efficacement les conflits dans votre équipe, les conflits dans votre entreprise ». Ceci dit, nous allons passer en revue les objectifs de ce masterclass. Il vise à identifier les causes communes des conflits dans les équipes, à prendre conscience des conséquences de conflits non résolus sur le climat de l'entreprise, à découvrir des stratégies efficaces de prévention des conflits et surtout à découvrir des stratégies de résolution de ces conflits. Notre plan se présente en 7 points. Il va consister donc à faire une introduction. Je pense déjà que nous avons fait l'introduction à l'entame de mes propos. À analyser les causes des conflits, les conséquences des conflits non résolus sur le climat du club, des entreprises, des associations, du monde de l'entreprise, comment prévenir les conflits, comment résoudre les conflits. Et ensuite, nous aurons quelques questions-réponses, des partages d'expériences. La gestion des conflits dans une équipe est un processus de résolution des différends qui va minimiser les résultats négatifs et mettre l'accent sur les résultats positifs. C'est une part naturelle de l'environnement de travail, c'est ce que nous avons dit. C'est une part naturelle de l'environnement de travail et les conflits font partie de la vie intégrante de tout individu, de toute association, de toute vie en commune. Il faut le reconnaître, il faut les accepter et savoir les gérer. Et la gestion des conflits est, je dirais, une qualité essentielle d'un bon leader, d'un bon chef d'entreprise, d'un bon manager. C'est-à-dire que tout bon manager, tout bon leader, tout bon chef doit être en mesure de gérer les conflits, doit apprendre à gérer les conflits au sein de son équipe, au sein de sa famille, au sein de son association, au sein de son entreprise. Mais quelles sont les causes communes des conflits?
il existe plusieurs causes. Nous allons essayer d'identifier quelques-unes. Dans un premier temps, dans la vie en équipe, dans la vie associative, on a toujours des personnalités, des personnes au style opposé. Mais quand vous avez des personnes au style opposé, il va sans dire que quelquefois, ces différences de style peuvent aboutir à un moment donné à un conflit. Je prends un exemple. Madame, peut-être que vous aimez étudier avec de la musique, et beaucoup de bruit. Alors que vous, madame, souvent que vous aimez étudier dans la tranquillité, dans le silence. Mais si vous vous retrouvez dans une salle d'études, que madame veut mettre de la musique, parce qu'elle ne peut pas étudier sa musique, que vous avez besoin d'un silence pour pouvoir étudier, il va sans dire qu'il y aurait un risque de conflit. Vous voyez? Parce que vous avez des personnalités un peu au style opposé. C'est normal. Lorsque les attaques ne sont pas clairement définies, quelquefois, on peut s'exposer à des conflits. C'est pourquoi il est toujours conseillé de définir clairement les attentes, de fixer clairement des objectifs dans toute vie, familiale, entrepreneuriale, pour que chacun sache quels sont les objectifs qui lui sont assignés, quelles sont ses responsabilités, quels sont ses devoirs, ses obligations. Cela amène quelquefois à pouvoir mieux gérer les situations que de laisser chacun interpréter les situations telles qu'il entend. Les questions d'injustice. L'être humain est très sensible à la question d'injustice. Lorsque vous êtes deux collaborateurs d'une même entreprise, à niveau égal, à compétence égale, que votre collègue est payé, je dis n'importe quoi, 5 millions et que vous êtes payé 100 000, cela peut créer des conflits. Ou bien si vous estimez que vous travaillez mieux que votre collègue, vous venez toujours au service, à l'heure, vous faites du bon travail, et que votre collègue est toujours absent, mais par contre est mieux payé que vous ou a une meilleure promotion, cela peut créer souvent, je dis bien souvent, pas toujours, des sentiments d'injustice pouvant aboutir à des conflits. Le style de leadership du chef d'entreprise, du leader, peut être également source de conflits. Si vous avez un leader, un chef d'entreprise qui estime qu'il est le meilleur, il est le plus intelligent de tous, et qui estime que ses collaborateurs sont nuls, vous êtes d'accord avec moi que quelquefois cela peut aboutir à des conflits au sein de l'entreprise. Parce que chacun veut au sein d'une entreprise être reconnu à la hauteur de son travail, à la hauteur de sa tâche. Quelles sont les conséquences des conflits non résolus dans votre entreprise? Puisque nous avons vu un peu les causes et nous avons dit qu'il faut gérer ces conflits, il faut les traiter. Mais lorsqu'on évite de les gérer, de les traiter, qu'est-ce qui peut arriver? Les conflits non résolus peuvent réduire l'efficacité de l'équipe. Ils peuvent altérer l'esprit d'équipe. Pourtant, pour mieux travailler dans une entreprise, pour avoir de bons résultats, il faut développer ce qu'on appelle le plus souvent l'intelligence collective, le cerveau collectif. En entreprise, on travaille en groupe, on travaille ensemble. Donc, il faut garder une bonne cohésion. Tant qu'on n'a pas de cohésion, tant qu'il y a des conflits, il sera difficile d'atteindre des objectifs communs au sein de l'entreprise. Les conflits non résolus ont tendance à créer d'autres conflits au sein de l'entreprise. Raison pour laquelle, rapidement, il faut les désamorcer. Il faut trouver des solutions, il faut les gérer. Les conflits non résolus affectent souvent et de façon profonde les relations au sein de l'entreprise. Entraînent quelquefois des pertes de membres. C'est vrai, dans les entreprises, vous avez des membres qui iront parce que l'ambiance au sein de l'entreprise est telle qu'ils ne sont pas en mesure de travailler, ils ne sont pas en mesure de donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire, regardez au sein d'une famille. Lorsqu'au sein de la famille, monsieur et madame ne s'entendent jamais, monsieur et madame sont toujours en bagarre, cela a une répercussion sur leur vie, mais aura également une répercussion sur la vie des enfants. C'est des cas concrets. Lorsque c'est d'une entreprise, il y a toujours de la tension, forcément que cela aura un impact sur la vie de l'entreprise. Cela aura un impact sur les résultats
de l'entreprise. Pourtant, nous avons tendance dans nos entreprises à éviter de gérer les situations conflictuelles. Nous avons tendance le plus souvent à fermer les yeux en se disant ça va aller. Non. Généralement, dans une entreprise, il faut définir clairement les objectifs. Il faut être en mesure de déceler les risques potentiels de conflit. Il faut les gérer. Il faut trouver des solutions pour éviter que cela impacte la qualité de l'environnement. Quel est l'objectif d'une entreprise? C'est de réaliser des résultats. C'est d'accroître la performance. Mais pour accroître cette performance, pour réaliser ces résultats, il faut créer un climat qui favorise justement une bonne ambiance. C'est très important. D'où la nécessité de gérer les conflits. Bien sûr, quand on dit gérer le conflit, cela ne veut pas dire que tous les jours, vous devez vous lever et voir qui est fâché, qui n'est pas content, et chercher pourquoi la personne est fâchée ou pas. Non, pas forcément. Mais globalement, il faut faire attention à l'ambiance au sein de l'entreprise, faire attention à certains facteurs qui peuvent être annonciateurs de risques potentiels de conflits et essayer donc de gérer. Vous me direz, certes, comme je le disais au début, mais quelle est la relation entre la gestion de conflits et l'entreprise? Mais la gestion de conflits a un impact sur le résultat de l'entreprise, a un impact sur la qualité des performances, sur les indicateurs des performances. Donc, une fois de plus, c'est vrai, nous sommes sur un salon des PME qui parle du financement des PME, mais il faut reconnaître aussi que la qualité, l'environnement de travail peut avoir un impact sur la suite, même sur le financement. Mais lorsque votre banque saura que dans votre entreprise, il n'y a pas une bonne ambiance de travail, c'est pas sûr qu'elle veut vous accompagner. Parce qu'une mauvaise ambiance de travail, quelquefois, peut à terme avoir des effets néfastes sur vos rendements. Pourtant, que recherche le banquier quand il vous finance, il vous accompagne? La pérennité de l'entreprise. Vous voyez donc, forcément, il y a un lien. Comment prévenir les conflits? On l'a plus ou moins dit au début de notre présentation. Il faut communiquer de façon claire, précise. Vous voyez ce qui fait que j'aime bien le monde occidental en général, je dis bien en général, c'est justement la façon dont les leaders communiquent assez clairement sur les attentes, sur les objectifs. Tout est clairement défini, le plus souvent je dis bien, tout est clairement défini, tout est formalisé. Quand vous rentrez dans l'entreprise, vous savez plus ou moins quel est votre rôle, quelle est votre mission, quel sera le niveau de rémunération qui vous sera servi. Vous avez la possibilité de discuter avec votre hiérarchie, de poser vos problèmes. Ce que vous voyez, tout est clairement défini. Mais dans un contexte africain, nous avons tendance à travailler dans le flou. Pas toujours, mais souvent. Nous avons tendance à dire oui, ça va aller, on va gérer. Vous voyez? Et ça peut effectivement créer des situations. Donc, mieux vaut très tôt être clair, définir les objectifs clairement, définir les missions de vos collaborateurs assez clairement, les attentes de vos collaborateurs. Et là, vous êtes sûr qu'en fin de période, vous serez en mesure de les évaluer comme il se doit. Et vous êtes sûr d'être en mesure également de prévenir de potentiels conflits. Mais quelqu'un qui est toujours absent, qui ne vient jamais, mais en fin de période, si vous avez des objectifs bien clairs qui lui ont été assignés, vous avez un système bien formalisé, vous serez en mesure de lui dire, mais écoute, ton niveau de rendement est tel qu'on ne peut pas te faire une promotion. Mais il faudra d'abord qu'il y ait un objectif bien clair, que tout soit bien formalisé. Mais si rien n'est bien formalisé, vous pouvez vous tromper et prendre cette personne-là et la mettre à la tête de votre entreprise, à la tête d'une équipe. Cela va altérer vos résultats. Désamorcer les problèmes mineurs avant qu'ils ne s'aggravent. Oui. Quand vous voyez deux collaborateurs qui passent leur temps à se faire des bagarres, au bout d'un mois, 2 mois, il faut avoir le courage de leur dire stop. Qu'est-ce qui se passe? Vous les appelez, vous essayez de comprendre. Si vous êtes une très grande entreprise, en tant que chef d'entreprise, il vous sera difficile de le suivre. Mais vous allez dire au GRH, attention, regarde-moi de près cette situation. Ah oui. Regarder de près veut dire quoi? Chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Asseoir les personnes en conflit et essayer de trouver des solutions pour éviter que ce soit un effet domino, un effet de mode qui envenime la vie de l'entreprise.
Très important. En tant que chef leader, il faut apprendre à être chaleureux, accessible, aimable. Regardez un père de famille. Quand il est chaleureux, il est accessible, il est aimable, vous verrez que ses enfants auront tendance à venir vers lui de façon spontanée. Tout le monde aura tendance à aller venir vers lui. Donc, il sera en mesure de conseiller, il sera en mesure de prévenir certaines situations. Mais si la situation est telle que le chef est à la main toujours serrée, on n'a pas envie de le regarder, on n'a même pas envie de le voir, ça peut arriver. Mais comment voulez-vous que ce chef soit un facteur de gestion de conflit? Mais ça arrive souvent. Je vois dans certaines entreprises, des gens qui fuient leur chef. Quand on le voit le matin, on se cache, on rentre dans les bureaux, ou bien on vient en retard pour que le chef ne nous voit pas, ou on vient plus tôt que lui, parce qu'on ne veut même pas le voir dans la cour. C'est des cas rares, mais ça arrive. Mais un tel chef aura de la peine à pouvoir gérer. Un chef qui passe son temps à insulter ses collaborateurs, est-ce qu'à un moment donné, il sera en mesure de gérer les conflits au sein de l'entreprise? Non. Un chef qui aime l'injustice, il aura de la peine. Donc, en tant que chef, il vous est toujours conseillé d'être chaleureux, aimable, accessible. Et surtout, on va y revenir, évitez de donner vos points de vue personnels. Vous devrez apprécier la performance de vos collaborateurs sur la base des indicateurs de performance fixés. Oui, là, vous êtes fondé à le faire. Mais vous devez éviter de parler de leur vie privée, éviter de faire des observations qui n'ont rien à voir avec le travail, avec les indicateurs fixés. C'est très important dans la vie d'une entreprise. Créer un environnement de travail positif, respectueux, oui. Et c'est pourquoi je dis que très tôt, il faut tout formaliser. Formaliser le cadre de travail, fixer des objectifs bien clairs, repartir ces objectifs, définir les tâches, les obligations et les devoirs. C'est très important. Et quand on le fait tel, on est plus à l'aise pour créer cet environnement de travail. Mettre en place un climat positif, c'est très important. Et pour ce faire, il faut encourager les gens. Il faut reconnaître le mérite de vos collaborateurs. Quand vous dites à un collaborateur, félicitations, tu as fait un bon travail, il aura envie de faire plus. Mais quand vous lui dites, tu es nul, il peut être nul. Mais quelquefois, il faut avoir le courage de lui dire en face, c'est vrai. Pas brutalement, mais lui dire en face, ça ne va pas. Mais quand il fait du bon travail, il faut reconnaître, il faut saluer le mérite. Et le jour où vous allez lui dire, monsieur, madame, il y a un souci, il va vous écouter. Pourquoi? Parce que quand il fait bien le travail, vous reconnaissez sa valeur. Donc, il faut créer ce climat, cette ambiance. Saluer les récompenses, récompenser vos collaborateurs. C'est très important. Saluer les résultats, fêter les résultats au sein de l'entreprise. Ce sont des facteurs qui vous amènent à pouvoir gérer plus tard les situations difficiles. Inclure tous les membres de l'équipe dans le processus de prise de décision. Oui. Dans une entreprise où les membres ne sont pas impliqués, vous verrez qu'ils auront tendance à critiquer. Oui, ça c'est normal. Ils auront tendance à critiquer, ils auront tendance à s'écarter des processus de décision. Pourtant, quand vous les mettez face à leurs responsabilités, ils vont moins critiquer. C'est comme prenez quelqu'un, un exemple. Quelqu'un qui ne sait pas conduire, qui est toujours assis à côté d'un chauffeur, il aura toujours tendance à crier, à faire des observations. Mais quand vous lui remettez le véhicule, après il va comprendre à un moment donné ce que c'est que conduire. C'est la vérité. Donc, dans ces situations de gestion de conflit, apprenez à impliquer tous vos collaborateurs dans les prises de décision. Bien sûr, vous n'allez pas demander à une secrétaire de s'impliquer comme vous le ferez pour un directeur. Ça, c'est sûr, c'est pas possible. Mais faites en sorte que chacun se sent impliqué, chacun a un rôle à jouer. Et quand on est impliqué le plus souvent, on est motivé. Et quand on est motivé, on donne le meilleur de soi. Offrir des chances égales aux membres de l'entreprise. Oui. Il faut que vos collaborateurs, en venant au service, en venant travailler, sachent qu'ils ont la possibilité d'évoluer au sein de l'entreprise. Sachent qu'il y a un plan de compétences, qu'il y a un plan d'évolution de carrière. Vous voyez, lorsque le plus souvent les auditeurs, le commissaire aux comptes, l'inspection du travail font des visites d'entreprise, ils ont toujours tendance à regarder ces aspects-là en fait. Existe-t-il un plan de carrière? En d'autres termes, le monsieur qui rentre à un poste A donné, a-t-il la possibilité au bout de 10 ans de se retrouver à un niveau supérieur? Ce sont des éléments de motivation.
Mais ce sont des éléments également qui peuvent permettre de désamorcer les conflits. Comment résoudre les conflits? Il n'y a pas de stratégie unique, je vous l'ai dit. Nous avons vu un peu les causes, nous avons vu qu'il faut désamorcer très tôt les conflits. Mais il faut dire qu'il n'y a pas de solution unique pour gérer. Vous avez une multitude de solutions. Et la solution ou les solutions dépendent des entreprises, des cultures, nous venons de cultures différentes, dépendent également, je dirais, des forces en présence et des situations. Mais quelquefois, on a des techniques qui sont utilisées pour gérer, des stratégies qui sont utilisées pour gérer des conflits. Vous voyez, en bas, on parle de la stratégie d'évitement, ignorer. Oui, quelquefois, on peut ignorer, mais ce n'est pas toujours la bonne stratégie. C'est-à-dire, vous venez, vous voyez bien que les gens sont en conflit, vous faites comme si vous ne voyez pas. C'est comme un père de famille qui vient, qui rentre, qui voit les enfants en train de faire la baraque, qui va dans sa chambre. Il fait comme s'il n'a rien vu. C'est vrai que quelquefois, cette attitude peut pousser ces personnes-là à s'interroger, à mettre fin à la situation, mais elle peut aussi conduire à un aggravement de la situation. Mais c'est une technique qui existe. Et ce type de technique, on le retrouve, je dis bien ce type, beaucoup plus en politique. Où face à certaines situations, l'homme politique aura tendance à éviter de gérer. Il va planer. Il va essayer, vous voyez, il va essayer de planer comme un serpent entre les problèmes et se dit, bon, moi je m'en vais et celui qui viendra après moi va gérer. C'est une technique qui peut marcher, mais je me dis, pour ce qui me concerne, cette technique peut marcher sur le court terme. Mais sur le long terme et le très long terme, je ne suis pas certain que la technique marche. La situation ou la technique de résolution par accommodation, ça veut dire quoi? On essaie de s'adapter à la situation. Oui, c'est une technique. On est là, le conflit est là, on va essayer de s'adapter à la situation. On va essayer de gérer tel qu'on peut. Ça peut marcher souvent. Ça peut marcher souvent, mais pas toujours. On peut collaborer à la recherche de la solution. Je préfère encore. Collaborer, c'est-à-dire mettre en place un processus dynamique de résolution dans lequel chacun participe à la prise de décision. Et quelquefois aussi, et ça surtout en politique, ça se fait le plus souvent. Dans la vie des entreprises, ici souvent on le voit, on peut forcer les gens du type « Madame, vous avez tort, taisez-vous, vous avez tort, monsieur, vous avez raison, et on continue. » C'est une méthode, on peut forcer. Je suis le patron, j'ai décidé, tu as tort. Lui, il a raison. Ça existe. Et quelquefois, quand on vous le dit tel, vous devez tirer la conclusion. Ou vous acceptez, ou vous refusez. Et si vous refusez, est-ce que vous avez des voies de recours? Oui, non. Et quelquefois, on se rend compte que quand on se comporte de la sorte envers vous, soit c'est vous dire acceptez ou partez. Et il faut avoir l'intelligence de comprendre. Et c'est des solutions vraiment cassantes. On a décidé. Vous avez tort, vous avez raison. C'est moi le chef. Bon, avant dans l'armée, c'est des techniques qu'on utilisait, même dans l'armée aujourd'hui, c'est dépassé ces techniques. Mais ça existe toujours. Et il faut avoir l'intelligence de comprendre aussi souvent que lorsque vous avez affaire à un tel chef, vous devez comprendre. Mais si vous êtes chef, évitez cette technique, sauf si vous voulez pousser vers la sortie un collaborateur, oui, vous pouvez utiliser la technique, on force. Vous voyez? Ou bien, bon, c'est trop, on a trop discuté, on arrête. Et on décide. Mais, cette solution, généralement, génère encore d'autres conflits. Cette solution n'est pas forcément la bonne. Elle va traîner. Parce que quand vous retrouvez ces personnes belligérantes en conflit dans votre entreprise, après une telle décision, il n'est pas certain que vous ayez résolu définitivement le problème. Il peut ressurgir. Enfin, il y a une cinquième technique qui consiste donc à mettre les parties ensemble pour trouver des compromis. Vous
Vous voyez dans le schéma, c'est vraiment au milieu et c'est la solution la plus utilisée qui va consister à asseoir les personnes en conflit pour chercher à comprendre les causes, les problèmes. Et vous voyez, qu'est-ce qui fait que les gens sont en bagarre? Et à trouver une solution consensuelle en impliquant toutes les personnes concernées. Les personnes en conflit, leurs supérieurs, des médiateurs, ainsi de suite. Et cette solution paraît la plus indiquée. Mais je vous ai dit, il n'y a pas de solution, de meilleure solution, tout dépend des circonstances. Même si elle paraît la plus indiquée, dans une circonstance donnée, elle peut ne pas être la meilleure. Si vous êtes dans une circonstance où vous voulez qu'un collaborateur parte, parce que vous ne voulez plus de ce collaborateur, ou parce que vous estimez qu'il est la source des problèmes, je ne suis pas certain que vous allez utiliser cette technique. Vous aurez tendance à aller plutôt forcer la main. Donc, vous voyez, il existe une multitude de techniques, de stratégies pour gérer les conflits. Et lorsqu'on regarde bien dans le tableau, de haut en bas, vous voyez, il y a le style assertif, il y a le style coopératif. Maintenant, en fonction de ce qu'on recherche, on va chercher. Et je vous ai dit que la solution qui consiste à trouver des compromis est en principe celle qu'il faut rechercher. En principe. Mais bon, ce n'est pas toujours le cas. Justement, vous voyez, quand on décide de trouver un compromis, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Il faut permettre à chaque partie de parler. Parler souvent permet de gérer des conflits, contrairement à ce qu'on pense. Laissez les parties parler. Chacun dira son ressenti. C'est important. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Et j'aime bien cette partie, notamment pour, mettons un peu de côté, la vie des entreprises, notamment dans les relations amoureuses. Quand vous êtes en bagarre avec votre femme, on ne vous demande pas d'avoir raison, forcément. Non, à un moment donné, il faut résoudre le conflit. Et ce n'est pas une question de dire j'ai raison, j'ai tort. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver la solution? Et je pense que la première des choses, c'est permettre à chacun de parler. Même si elle va dire des bêtises, laissez-la dire ses bêtises. Là, c'est important. Mais si vous dites pas question, on ne veut pas t'entendre, mais tais-toi. Comment voulez-vous une solution? Non. Laissez-la dire sa bêtise. Mais étant donné qu'on est dans une situation de trouver un compromis, après on revient là-dessus, on échange. Gardez une attitude respectueuse et empathique, surtout pour celui qui doit gérer. Il faut respecter les parties en présence. Et c'est pourquoi il ne faut pas insulter. Non. Et ne prenez pas parti. Non. Quand vous êtes appelé à gérer une situation difficile en tant que chef, ne prenez pas parti. Si vous prenez parti, vous êtes passé à côté. Je vais vous expliquer une situation. Quand on était au lycée, une fois, on avait deux jeunes frères à nous qui étaient en bagarre. Et le professeur a essayé d'intervenir pour gérer. Je vais reprendre un peu les termes. Celui qui se sentait un peu frustré dit au professeur, « Monsieur, vous me haïssez, c'est même vraiment le terme, vous me haïssez, vous aimez M. X. » Il dit, bon, oui, chaque fois que vous êtes avec lui, vous lui donnez des bonbons, et moi, quand je parle, vous parlez mal. Vous voyez, le professeur était embêté, et on était tous là. Il était embêté. Mais est-ce que vous pensez que ce professeur est en mesure de régler encore cette situation? Et à la rigueur, on a eu l'impression qu'il était même la cause. On a eu l'impression. Bon, ça faisait rire. Le gars, il a parlé à son français, l'élève. Oui, ça faisait rire quand vous dites vous me haïssez. Mais il a dit une réalité. Et il a montré au professeur qu'il était disqualifié pour gérer cette situation. Donc, en tant que chef, évitez de prendre parti. Mettez-vous en hauteur, soyez empathique, sympa, ne prenez pas de position. Ou bien, si vous estimez que, en tant que chef, que vous êtes proche d'une des parties, trouvez une autre personne pour gérer le conflit. C'est important. Si vous êtes chef, vous estimez que vous êtes proche d'une des parties, trouvez une tierce personne, une seconde personne pour gérer le conflit. Ça vous permet au moins de vous assurer que la résolution sera neutre. Sinon, la partie qui est moins proche de vous fera comme notre jeune frère, il va vous dire non.
Vous me haïssez et puis vous aimez l'autre. Et puis c'est fini. Il faut encourager toutes les parties à s'écouter. Oui. On vous dira, monsieur, on vous écoute. Vous allez rencontrer même des bêtises. Non, on vous écoute. Dans le respect. Vous avez fini? Oui. Madame, c'est votre tour. On écoute. Vous avez fini? Oui. Maintenant, celui qui gère peut prendre la parole pour faire une synthèse. Pour voir les divergences. Et se voyez. Quels sont les points de divergence? Quels sont les points sur lesquels également les parties s'accordent? C'est important. Les points sur lesquels les parties s'accordent feront moins de problèmes pour la gestion. Mais c'est sur les divergences maintenant qu'on va essayer de trouver une solution. Vous voyez? Et c'est pas compliqué, mais il faut être très fin. Et pour le faire, il faut être neutre. Et c'est pourquoi, justement, en matière de management, il est toujours recommandé au chef de prendre de la hauteur par rapport à ses collaborateurs. Ne pas avoir trop d'affinité avec tous les collaborateurs. Vous vous affaiblissez et en situation difficile de conflit, vous serez difficile de trancher. Non, en management, c'est bien conseillé. Prenez un peu de la hauteur. Traitez tout le monde au même pied d'égalité. Vous voyez, ça veut dire beaucoup de choses. Mais si vous êtes le chef, vous allez chaque fois manger avec vos collègues, danser, raconter des bêtises. Mais le jour où vous êtes appelé à gérer une situation, ce serait compliqué. Pour qu'on verrait en vous non pas un chef, mais un collègue, un ami, celui avec qui on peut aller manger, on peut aller discuter. Et c'est pourquoi vous verrez que dans certaines situations, lorsque le chef, votre ami passe chef, quelqu'un passe chef, il change de stratégie. Quelquefois, vous n'arrivez pas à comprendre, mais oui, c'est dû à ça. Et c'est des techniques à prendre en compte. Identifier les points de désaccord, c'est ce que je disais. Quels sont les points de désaccord? On va identifier également les points d'accord. Sur quoi on s'entend? C'est comme dans la vie de couple. Monsieur et madame, sur quoi on s'entend? Bon, on s'entend sur le point A, B. Sur quoi on ne s'entend pas? Sur l'argent. Madame va estimer que monsieur est avare, monsieur va estimer qu'elle est trop dépensière. Ça, c'est le point de désaccord. Maintenant, on va s'asseoir pour voir comment trouver des solutions sur ces points de désaccord. Une fois de plus, si vous êtes chef d'équipe, chef d'entreprise, que vous devez gérer ces points de désaccord, ne donnez pas votre point de vue. Non. Soyez assez neutre. Mais jugez de façon objective. C'est surtout pousser les parties elles-mêmes à convenir d'une solution. C'est plus facile. Mais vous voyez, quelquefois, dans ces situations difficiles, quand on parle, quelquefois, il y a une prise de conscience. On peut parler, c'est rendre compte qu'on a tort. Raison pour laquelle il faut laisser les gens parler. Ou bien quand on parle et qu'on écoute l'autre, on peut se rendre compte qu'en réalité, il y a une incompréhension inutile. C'est très important. Pourquoi? Il faut laisser les gens s'exprimer. Et le médiateur, il ne doit pas s'interférer. Maintenant, ce qui peut arriver à tous des chefs d'entreprise, je peux rester neutre, ne pas m'interférer, mais peut-être ailleurs, je vais me mettre à rire et dire, mais ces gars-là, c'est pas la peine. Mais face à ces personnes, non. Je reste neutre. Mon point de vue, c'est mon point de vue. Mais je gère, suivant des objectifs clairs. Et c'est pourquoi, une fois de plus, il faut définir clairement les objectifs dès le début. Définir clairement des indicateurs de performance. Définir clairement les obligations, les devoirs des uns et des autres. Sur cette base, vous êtes plus à l'aise pour pouvoir gérer ces situations-là. Vous allez dire, par exemple, belligérant, écoutez, il est très clair, les textes interdisent que vous vous battez en entreprise. Vous ne devez pas vous battre. Il est interdit d'insulter son collègue. Quand c'est clair dans les textes, vous voyez, et vous êtes plus à l'aise pour gérer. Mais si tout est flou dans l'entreprise, mais écoutez, la gestion sera plus compliquée. Chose à ne pas faire dans la gestion des conflits. Laisser l'émotion consommer les parties impliquées. L'émotion, quand les gens commencent à s'énerver dans tout leur état, ça devient compliqué. Il faut éviter. Souvent, dans la gestion de conflits, ce qui est recommandé, lorsque quelqu'un est dans tous ses états, c'est d'abord laisser la personne se calmer. Et on voit des situations où on dirait à la personne, ah, vous êtes énervé, calmez-vous. Ou bien vous ne dites rien, vous les libérez, et 2 jours après, vous les appelez. Venez et parlons. Vous voyez? Donc, ils ont le temps chacun de méditer ce qui s'est passé. C'est comme dans le couple. Quand vous rentrez à la maison, madame, sous tous ces états, vous voulez gérer un conflit, ça devient compliqué. J'ai un grand frère qui me disait
et dans pareille circonstance, je la laisse parler, je dors. 2 jours après, on s'assoit, on se parle. C'est des techniques. Mais évitez, sous l'émotion, de gérer ces situations. Évitez que l'émotion envahisse les parties prenantes. Ça devient compliqué à gérer. Blâmer, accuser, ce que je vous ai dit. Dans la gestion de conflit, on est neutre. On ne blâme pas, on n'accuse pas. Mais si tout est clairement défini au sein de l'entreprise, on aura assez d'arguments pour présenter aux personnes concernées. On aura même assez d'arguments pour sanctionner si on doit sanctionner. Vous voyez? Et je vous dis, qu'est-ce qu'on va sanctionner si on doit sanctionner? En réalité, ce n'est pas la personne, intéressée qu'on sanctionne, mais c'est l'acte qu'on va sanctionner au regard des textes de l'entreprise. Vous voyez une différence? On va sanctionner l'acte de la personne au regard des textes de l'entreprise. Mais ce n'est pas la personne elle-même. Il y a une différence fondamentale. C'est pourquoi on nous demande d'être neutre. Ce qu'on regarde, c'est l'acte qui est posé. C'est la situation en présence qu'on veut régler. Mais ce n'est pas la personnalité profonde des personnes présentes, non. Quelqu'un peut être ici fâché, mais être très sympathique dans la vie. Mais ce qu'on doit apprécier, c'est par rapport à ce qui s'est passé. Et ces questions sont assez importantes. C'est pourquoi il faut toujours être neutre. Assez neutre. Éviter d'accuser. La dernière partie vous fera rire, des choses à ne pas faire, se précipiter pour apporter des solutions. Il ne faut pas toujours se précipiter. On l'a vu, laisser les personnes en conflit parler. S'écouter mutuellement. Essayer de faire le point sur les points d'accord, les points de désaccord. C'est assez important, ces questions-là. À force de vouloir se précipiter quelquefois, on peut même occulter la réalité. Et une fois, j'ai vu dans un pays africain un couple qui était vraiment bagarre, c'est désagréable. Je suis allé par hasard voir un grand frère et qui devait régler ce problème. À ma grande surprise, pratiquement sur le monsieur, sa femme n'était pas sur le point de se frapper, mais il était au milieu pratiquement, il les laissé faire. Mais après, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit non, Constantin, dans ces situations-là, laisse les gens s'exprimer. Et c'était ça sa stratégie. Les laisser évacuer. Et bon, en plus, c'est un couple, donc c'est facile à gérer. Il dit, tu laisses évacuer, que chacun dise ce qu'il a sur le cœur. Bon, maintenant que la situation est tendue, et bon, les femmes, vous savez, quelquefois, quand elles sont très fâchées, ça peut être compliqué, laissez. Mais il dit, au moins, je suis au milieu et je sais qu'ils ne vont pas se frapper. Et quand ils vont finir, il dit 30 minutes, 45 minutes là, on pourra maintenant parler. Vous voyez, ça peut être une technique. Il m'a dit, j'aurais pu d'office dire oui, toi tu as raison, tu as tort, et puis trouver une solution. Non. Je les laisse s'exprimer. À la rigueur, je les laisse aller jusqu'au bout, mais dans le respect. Je suis au milieu. Vous voyez, ça peut être une technique. Ils vont jusqu'au bout, dans le respect, je suis au milieu, je regarde. Ça peut être une solution. Et c'est pourquoi justement, il faut analyser la situation. C'est très important, on va analyser la situation avant d'apporter des solutions. On ne va pas se lever subitement pour trouver des solutions. C'est quelquefois on peut passer à côté de la réalité. Donc voici là ce que nous avons voulu partager sur la gestion des conflits en allant vraiment sur des cas concrets de la vie de nos entreprises, de la vie associative, de la vie communautaire. Et comme je l'ai dit tantôt, nous sommes là pour le salon des banques des PME. Nous avons évoqué des questions liées au financement des banques des PME, aux difficultés que rencontrent les PME. Mais parmi ces difficultés aussi, quelquefois, vous avez des conflits. Oui. Donc, je pense que c'était l'occasion de partager un peu, à travers ces masterclass, une expérience sur la base un peu du vécu, sur la base du vécu de beaucoup de personnes. Maintenant, je vais vous écouter, peut-être laisser une ou deux personnes raconter des anecdotes. Et après, si vous avez des questions, on pourra répondre à ces questions. Oui, il y a une ou deux personnes qui veulent... Oui, vous êtes en train de faire un commentaire, on écoute. Monsieur Yanni.
Passe le micro. Allez-y. Ok. Monsieur et Madame Talbot, de l'entreprise. Donc, ce cours a vraiment apporté beaucoup de choses et ça a créé une anecdote avec deux de mes travailleurs. Donc, disons que les travailleurs étaient à l'intérieur du pays, ils avaient fait le chantier et nous sommes venus pour ça en visite. Et on a vu qu'il y a deux d'entre eux, le courant ne passait pas juste. Et l'autre même dit à son collègue qu'il a comme l'impression que son collègue le déteste et qu'il le suit partout pour lui créer des problèmes. Donc, la solution qu'on a trouvée ce jour, on vient de finir une réunion de travail, chacun était fatigué. Et comme ça, j'ai décidé de les écouter à deux. Et on a laissé chacun s'exprimer, chacun a donné son avis, chacun s'est exprimé. À la suite, on a compris que le problème ne venait pas de son collègue en réalité. Voilà, lui pensait que le problème venait de son collègue, mais on a compris que c'est parce qu'il avait en quelque sorte une idée arrêtée suite à une histoire ancienne qui s'est passée entre les deux, puisqu'ils sont arrivés dans les débuts, les deux étaient colocataires, donc il y avait une histoire ancienne que ce dernier a gardé à l'esprit et qui l'amène à interpréter tous les faits et gestes de son collègue. Donc, grâce à l'écoute ce jour, on a réussi à déceler le problème et on a demandé à chacun de présenter ses excuses. Bon, je pense que jusque-là, en tout cas, le problème a été résolu. Donc, vraiment, merci beaucoup, mais la conférence m'a aidé encore à noter plusieurs points désormais à utiliser dans le règlement des conflits. Merci beaucoup. Merci. Oui. D'abord, je tenais à dire merci. Moi, je suis Madame Ayadjipé Cécile. Je suis la directrice commerciale de RMSCCI, de la même entreprise que la dame qui vient de parler. Et je vous remercie vraiment parce que cette conférence m'a beaucoup appris. C'est la même anecdote que ma sœur vient de parler, d'évoquer. Mais il faut dire que ce jour-là, moi, je n'étais pas d'avis avec elle. Puisque plus ou moins on connaît un peu comment le tempérament de l'autre qui se plaignait à chaque fois est. Donc, pour moi, c'était radical. Il fallait trancher, il fallait oui ou non et s'élever. Et elle a dit non, il faut qu'on l'écoute jusqu'à la fin. Donc, moi, j'étais déjà braquée. Mais jusqu'à la fin, c'est ce qu'elle a dit, c'est la fin qu'elle a dit. Et donc, moi, j'ai compris que je n'avais pas tellement raison. Mais avec ce coup-là, j'ai vraiment appris que il faut pas trancher en même temps. Il faut écouter. Et merci infiniment. Je suis ravie. Prenons un exemple. Si vous avez vos enfants qui se bagarrent, est-ce que vous allez vous mettre à dire, toi tu as toujours ceci, toi tu as tort? Non, vous les écoutez. Vous essayez de trouver des solutions. Ce qui ne vous empêche pas après de voir ces enfants un à un pour revenir sur la situation et donner vos avis. C'est ça en fait. C'est ça un leader. Comment je peux trouver une solution à la situation pour permettre à mon entreprise de continuer de bien fonctionner, pour maintenir une bonne ambiance au sein de mon entreprise. Donc, vous voyez ici, une fois de plus, quel est mon objectif? Si vous n'avez pas d'objectif, effectivement, vous pouvez vous mettre à gérer autrement les choses. Mon objectif en tant que chef d'entreprise, chef d'équipe, c'est de permettre une bonne ambiance au sein de l'entreprise. Vais-je chaque fois me séparer des collaborateurs qui sont en bagarre? Chaque fois quand je vois deux collègues en bagarre, vais-je me mettre à les chasser? Mais il va se poser un autre problème dans l'entreprise. Comment je vais gérer? C'est ça en fait. Quelle sera ma stratégie? Il faut d'abord qu'on ait cette stratégie-là et face aux situations, comme vous avez dit, ça devient facile. Question-réponse. Je vois quelqu'un qui secoue la tête. Oui? Oui?
Question-réponse. Vous dites? Oui, vous voulez parler? Vous voulez donner le micro? Moi, je suis C'est pas... Donc, je disais, je suis Gaël Kédike de RMCCI, la même entreprise. Je dis, le cours a été tellement bien clair que les questions que j'avais à poser ont été répondues dans le résumé. Voilà. Le point que j'avais voulu toucher, c'était plus au niveau de les choses à ne pas faire. Laisser l'émotion consommer les parties impliquées. Voilà. Ici, on s'est tourné plus sur les parties impliquées et la personne aussi qui vient gérer le conflit. Bon, dans mon entendement, il ne doit pas aussi laisser les émotions aussi le consumer si j'ai envie de dire, si parmi les personnes qui sont en conflit, il est en partie avec quelqu'un, par exemple, ne pas laisser peut-être aussi ses sentiments à lui, vu que nous sommes dans un milieu professionnel aussi, le consumer. Donc, moi, c'était ce petit écart-là que j'avais voulu, voilà, que vous rebondissiez aussi si possible, voilà. Ok, merci. Mais je pense qu'on avait même répondu à cette question. Quand on a donné le cas des deux élèves en bagarre, le professeur qui a voulu intervenir, on lui dit non, vous êtes partie prenante, vous êtes du côté d'un des élèves, donc un des élèves qui lui dit, donc il estime que le professeur n'était pas légitime pour gérer la situation. Ça, c'est un cas concret. Et c'est pourquoi je dis que tantôt, si vous estimez que vous êtes submergé, vous-même, mais différez en fait. Attendez 1 jour, 2 jours avant de régler. C'est la première façon de faire. Ou demandez à quelqu'un d'autre au sein de l'entreprise de régler. Ça peut se faire. Si vous êtes chef d'entreprise, vous avez votre fils au sein de l'entreprise qui a une fonction. Ce fils qui est en position difficile, en conflit avec quelqu'un d'autre. Vous voyez que quelquefois, ce n'est pas toujours évident. Il y a des gens qui savent faire la différence, mais pas tout le monde. Vous pouvez demander à votre adjoint de gérer la situation. Vous pouvez dire au DRH de gérer la situation. Maintenant, à la maison, votre fils, vous pouvez l'appeler pour dire attention, je pense que est-ce que vous voyez? C'est ça la différence. Parce que si vous êtes pris par l'émotion, la problématique que vous, à un moment donné, venez pour défendre votre fils est très, très élevée. Et cette probabilité est très élevée. Ou bien, quelquefois, le contraire de ce peut se passer. Vous pouvez vous mettre subitement à insulter votre fils ou à estimer qu'il a tort, alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc, il faut beaucoup de neutralité. Et prendre de la hauteur, une fois de plus, n'oublions pas ça, le chef est celui qui doit toujours prendre de la hauteur. C'est celui qui est toujours sympa. Le chef, c'est celui qui est toujours sympa avec tout le monde, qui est accueillant, qui reçoit tout le monde, mais en même temps, qui évite de rester dans un comportement familier avec tout le monde. Non, il doit prendre de la hauteur par rapport aux autres. Et je vous ai donné quelques exemples. Même la vie privée du chef par rapport aux autres, il doit faire attention. Sinon, on aura tendance à considérer qu'il est comme tout le monde. Et le jour où il va devoir trancher en tant que chef, on ne le prendra pas au sérieux. Ça, c'est des réalités. Mais regardez, dans nos entreprises, la différence entre les chefs. Vous avez des chefs qui vont danser avec leurs collègues, qui vont boire et tout. Vous avez des chefs qui ne diront jamais. Qui diront peut-être une fois en passant, dans des circonstances bien précises, mais qui vont éviter le contact permanent. Ça, c'est pour se protéger eux-mêmes d'abord en tant que chefs. Pour maintenir leur autorité sur leur équipe. Cette autorité, vous devez la maintenir. Et moi, je considère le chef d'entreprise comme un entraîneur. Prenez un entraîneur qui ne sait pas prendre de la hauteur par rapport à ses joueurs. Est-ce qu'il pourrait les entraîner? Non. Un entraîneur qui vient toujours sous sur le terrain, qui va le prendre au sérieux? Un entraîneur qui passe tout son temps, je ne dis pas qu'il ne doit pas boire, non. Dans les bars, qui dort dans les bars, qui va le prendre au sérieux? Un entraîneur qui a pour meilleur copain un de ses joueurs, qui va le prendre au sérieux? En commençant par ce joueur. Non. Parce qu'il est entraîneur, il va se mettre au-dessus.
De telle sorte que le jour où il tourne, bon, tourner c'est trop dit, le jour où il lance le ton, qu'on l'écoute. Tout le monde l'écoute. Et on voit des entraîneurs qui perdent en fait le commandement, qui perdent l'autorité. Et quand vous perdez cette autorité en entreprise, c'est fini. Quelquefois, on est obligé de vous changer. Un chef qui n'a plus l'autorité, si c'est collaborateur, ou on le change, ou on chasse le collaborateur, on fait venir d'autres collaborateurs. Mais peut-on se mettre à chercher ad vitam de collaborateurs au profit du chef? Vous voyez que c'est des questions de fond qui sont posées. Et l'objectif final, c'est la pérennité de l'entreprise. L'instauration d'un bon climat de travail. Donc, je pense que on avait 1 heure de temps à faire. Il reste 5 minutes. Il reste 10 minutes. OK. Donc, en gros, pour résumer, on dit qu'un leader, un chef doit résoudre les conflits. En résumé, on dit qu'un leader, un chef doit résoudre les conflits. Il doit être proactif pour résoudre les conflits. Il doit déterminer la meilleure stratégie de résolution à mettre en œuvre en cas de conflit. On a vu les stratégies, 5 stratégies. Et on vous a dit qu'il n'y a pas de stratégie meilleure. Tout est fonction de la circonstance, tout est fonction des situations. On a vu les stratégies d'évitement et on dit que dans certains cas, on peut l'adopter. Mais attention, ce n'est pas forcément la bonne, mais on peut adopter la stratégie d'évitement. On a vu qu'on peut adopter également la stratégie de force. J'ai décidé, tiens, tais-toi. Ou, entre guillemets, va-t'en. Ça peut être une stratégie. Bon, vous savez, ça arrive, laissons-les, ils vont se battre, après ils vont s'entendre. C'est la stratégie d'évitement. Non, c'est une stratégie. C'est vrai qu'on peut l'utiliser quelquefois, mais dans quelles circonstances? C'est ça en fait. Toujours viser un consensus positif au sein de l'entreprise. Mettre le cap sur la positivité. Le cap sur les résultats. Le cap sur la performance. Ce qui veut dire qu'il faut définir une vision claire de l'entreprise et faire partager cette vision. Quelquefois, si vous parvenez à définir cette vision claire, à la faire partager, à définir des caps, vous verrez que assez facilement, les situations difficiles seront gérées assez facilement. Parce que tout le monde va converger vers la solution. Bien sûr, en convergeant vers la solution, il y aura quelquefois des mécontentements, des conflits, mais on pourra gérer. C'est ça l'objectif. Mais pour finir, ne pensons pas qu'on peut vivre sans conflit. Moi, je ne crois pas. Dans une entreprise, dans une famille, ça viendra toujours. Ne serait-ce qu'en fonction des humeurs. Comme le diraient certaines personnes, le jour où vous levez du pied gauche, tout peut arriver. Non, ne serait-ce que ça. Mais ce qui importe, c'est de savoir comment gérer ces situations. Pour moi, c'est ce qui est plus important. Et un chef d'entreprise, un chef d'équipe doit être la personne qui doit apprendre à gérer les situations, quelle que soit la situation. C'est pas dire oui, un tel ceci, il m'a fait ça. Non, comment je gère la situation? On aura toujours des situations difficiles en tant que chef d'entreprise, en tant que chef d'équipe. Il faut gérer. Il faut savoir prendre les bonnes décisions. Il faut savoir aussi assumer ces décisions quand on les prend. Mais on a vu, il faut prendre des décisions participatives tant que faire se peut. Ah, c'est important. Et créer une bonne ambiance. Et pour finir, on a vu aussi, il faut saluer la performance, saluer le résultat. Encourager vos collaborateurs qui font de bons résultats. C'est important. Je le dis une fois de plus, quand vous félicitez un collaborateur qui a bien travaillé, le jour où vous décidez de le réprimander, il va comprendre que vous n'êtes pas méchant. Ça, c'est normal. Mais si vous passez tout votre temps à réprimander, le jour où vous allez passer encore lui. C'est important. Et pour finir, soyez, je ne dirais pas distant, neutre. Le bon chef est celui qui est accessible, celui qu'on a envie de voir, celui avec qui, entre guillemets, on a envie de vivre. Et c'est d'apparence. C'est ça, quand on le voit vraiment, on a envie de vivre avec lui, on a envie d'être à ses côtés tous les jours. C'est ça le bon chef. Mais, ce qui ne veut pas dire forcément qu'il est ce qu'on voit, mais il doit paraître de la sorte, en prenant de la hauteur, pour ne pas trop s'immiscer dans la vie des gens,
pour ne pas trop mettre en exergue ses points faibles. On a tous nos points faibles. Non. Vous êtes neutre. Prenons nos chefs d'État, prenons nos grands patrons. Quand vous les voyez, ah, il est bien habillé, ah, il est souriant, ah, il est ceci, il est cela. Mais allez-y demander dans leur vie de famille comment ça se passe. Ce n'est pas forcément ce qu'on voit. Mais en tant que chef, ils savent gérer. Allez-y demander à leurs plus proches collaborateurs. On va vous dire toujours, ce n'est pas le visage que vous voyez là. Mais en tant que chef, une fois que vous êtes en entreprise, dans le public, il y a comme des codes. C'est comme des codes vestimentaires. Et ces codes, il faut les respecter plus ou moins. Il faut donner cette image. J'ai vu quelques leaders étonnants qui sont de grands buveurs, qui boivent. Mais en public, vous ne les verrez jamais boire. On vous dit qu'en privé, seul à la maison, ils boivent le whisky. J'ai vu des leaders qui fument, mais en public, vous ne les verrez jamais fumer. Jamais. Mais à la maison, enfermé, c'est autre chose. Vous voyez? C'est ça en fait. Parce qu'en tant que chef, il faut donner l'exemple. Je ne veux pas dire que ceux qui boivent ne sont pas de bons chefs. Non, je n'ai pas dit ça. C'est juste des anecdotes que je vous donne pour comprendre un peu le rôle du chef. Je ne veux pas dire que ceux qui fument sont de mauvais chefs. Je n'ai jamais dit ça. Mais je dis tout simplement qu'en tant que chef, il faut savoir donner bon exemple. Il faut savoir prendre de la hauteur, savoir être neutre. C'est comme si vous planez, vous voyez les autres en bas. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il faut être méprisant, non. C'est comme si vous planez, vous voyez les autres en bas, vous appréciez, vous les accompagnez. C'est ça en fait. Mais vous ne vous impliquez pas trop. Par contre, si vous avez un collègue qui a un problème en tant que chef, vous approchez, vous l'accompagnez. Là, vous marquez des points. Mais vous n'allez pas rentrer dans sa vie, non. Ça pose d'autres problèmes après. Donc, ceci dit, je pense que nous sommes à la fin de la présentation. C'était avec un grand plaisir que nous avons animé ce masterclass et nous pensons que la SA2IF, dans son programme, a prévu certains masterclass dans les jours à venir. Et vous serez invités également à y participer. Merci beaucoup.